Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire intitulé Mais finalement, quelle est la valeur que votre entreprise apporte à ses clients? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises à Laval Mayenne Technopole. Et donc notre mission à Laval Mayenne Technopole, c'est d'accompagner les projets des entreprises et notamment les projets d'innovation des entreprises. Et pour le faire, on utilise des méthodes originales et efficaces pour propulser les projets des entreprises. Et donc, c'est une de ces méthodes dont on va parler aujourd'hui. Une méthode qui tourne autour de la valeur et de la valeur que votre entreprise va apporter à ses clients. Alors, pour passer les slides, c'est ici. Voilà. Alors tout d'abord, avant de commencer, je voulais partager avec vous deux chiffres. C'est pas des découvertes, on les trouve un petit peu partout sur Internet, c'est des chiffres fréquents. Il semblerait que 9 startups sur 10 échouent. Donc là, c'est le taux de survie à 5 ans des startups. Et puis, en parallèle, les 2/3 des projets d'entreprise ne voient pas le jour. Quand on dit projet d'entreprise, c'est les projets structurants. Ce n'est pas les petits projets du quotidien, c'est vraiment un gros projet structurant pour les entreprises. Et quand on fouille un petit peu les articles ou les études qui sont faites à ce sujet, les raisons qui sont évoquées, c'est d'abord une demande inexistante ou pas suffisante pour la survie du projet. Donc finalement, une taille de marché qui est trop petite, qui a été surestimée. Et la deuxième raison, c'est des besoins qui ont été soit mal pris en compte ou soit au fil du temps, au fil du déroulé du projet, qui ont été perdus de vue. Donc finalement, là, c'est le marché qui ne voit pas la valeur dans le projet, dans la solution proposée. Donc voilà pour la petite intro. Je voulais vous poser une question là pour commencer. N'hésitez pas du coup à passer dans le chat. Je vois vos remarques dans le chat. Selon vous, quand on parle de valeur, on parle de quoi? Quelle définition vous donneriez à ce mot valeur? Alors, Edith nous propose une réponse aux besoins de notre cible. Alors, on a Bruno Lerotier qui propose des profils, une image de marque. Élodie nous propose une différenciation. Laetitia, un service rendu, des produits utilisés. On parle de valeur perçue. Claire nous propose un élément différenciant. L'esprit que l'on souhaite donner à notre entreprise, l'image renvoyée au client. En effet, il y a pas mal d'éléments là qui sont intéressants. En effet, quand on parle de valeur, il y a différentes façons de parler de la valeur, il y a différentes définitions qu'on peut donner. Et donc, du coup, moi, je voulais vous présenter quelques petites notions. Alors, la première, c'est la notion de la proposition de valeur. On dit qu'une entreprise fait une proposition de valeur à sa clientèle. Et en fait, la proposition de valeur, c'est finalement la promesse que vous allez faire à votre client. C'est l'ensemble des bénéfices que vos clients peuvent attendre de vos produits et services. C'est l'ensemble des bénéfices que vous créez pour attirer et conserver vos clients. Quand on parle de proposition de valeur, on ne parle pas forcément de fonctionnalités, de caractéristiques, mais on va plutôt mettre en avant vraiment qu'est-ce que vous apportez en termes d'avantages et de bénéfices. Et du coup, pour la petite note, plusieurs solutions peuvent apporter une même proposition de valeur à votre clientèle. Par exemple, une voiture personnelle, un vélo en location ou un bus de ville permettent de répondre à la proposition de valeur, se déplacer d'un point A à un point B. La solution est différente, mais au final, dans le besoin qui est de se déplacer d'un point A à un point B, on y répond avec ces trois solutions. Et en même temps, une même solution, un même produit ou un même service peut répondre à plusieurs propositions de valeur. Si je continue mon exemple sur le vélo, donc le vélo permet de se déplacer d'un point A à un point B, mais on peut aussi dire que ça répond à la proposition de valeur, faire une activité physique,
ou encore passer du temps sympa en famille le dimanche après-midi. Deuxième petite question que je voulais faire, du coup, si il vous fallait définir votre proposition de valeur, quelle promesse vous faites à vos clients, comment vous l'écririez? Si vous voulez l'écrire dans le chat. Quelle est la proposition de valeur? Quelle est votre proposition de valeur? D'accord. Donc là, Arnaud nous dit que lui, sa proposition de valeur, c'est de faire passer au niveau supérieur les organisations, les équipes et les individus. Laetitia propose de libérer du temps et de gagner en performance en toute sécurité et en sérénité. Et donc, Bruno Leroussier nous dit que le slogan de son entreprise, donc, c'est ambassadeur de la fiabilité de votre entreprise. Donc voilà, là, c'est des exemples de propositions de valeur. C'est la promesse que vous faites à vos clients. Là, Mayenne Culture, Antoine nous dit se divertir et découvrir le patrimoine local, notamment avec le festival Les Nuits de la Mayenne. Donc là, du coup, dans le festival Les Nuits de la Mayenne, là, on est dans la solution. Donc, c'est la solution qui permet d'apporter cette proposition de valeur. Et donc, la partie se divertir et découvrir le patrimoine, là, on est bien sur la proposition de valeur. Et donc, du coup, Régis nous dit la bonne technologie au bon prix. Voilà, donc ça, ce sont des promesses. Ensuite, on commençait à le dire tout à l'heure, là, il y a la notion de valeur perçue. La valeur que vous apportez, la valeur que vous voyez, c'est une notion qui va être mouvante et qui va être subjective. Il y a d'abord, votre propre valeur perçue de ce que vous faites. Vous êtes fier de votre produit ou de votre service, vous êtes persuadé de son utilité et de sa perfection, c'est normal. On se poserait des questions si vous ne l'étiez pas. Mais attention, est-ce que vous, la valeur que vous avez de votre service, est-ce que c'est en adéquation avec la valeur qu'envoie votre client? Autre illustration de la valeur perçue, là, je vous présente un petit dessin. Donc, on voit deux parents qui sont en train de s'extasier devant le mobile qu'ils viennent d'acheter pour leur bébé. Donc là, on peut dire que la valeur perçue par les parents de ce mobile, elle est très importante, elle est très bonne parce que du coup, ils le trouvent vraiment mignon. Et si on se place à la place du bébé, lui, on voit que toute la journée, en fait, il voit les fesses des animaux. Donc, il n'a peut-être pas forcément, lui, la même valeur que ses parents. Donc, en plus de différencier entre vous et vos clients, la valeur perçue va changer en fonction de l'utilisateur qui va prendre connaissance de votre solution. Et puis enfin, cette valeur, elle va également pouvoir évoluer en fonction du contexte. Là, imaginez-vous perdu dans le désert au bord de la déshydratation. Si on vous propose le choix entre un chameau ou une Rolls-Royce pour atteindre le village le plus proche, je ne sais pas vous, quel serait votre choix entre ces deux solutions-là, rapidement, si vous voulez le dire dans le chat. Le chameau. Donc, Ludivine et Edith choisiraient le chameau. Laetitia également. Yes. On dirait qu'il y a un petit consensus entre les personnes qui répondent. En effet, il y a de fortes chances que vous ayez envie de choisir le chameau, parce que même si un chameau, ça ne coûte que 2500 €, il y a plus de chances que lui puisse vous emmener très vite au village voisin pour pouvoir boire un coup. Par contre, la Rolls-Royce, j'avais noté le prix, voilà, c'est entre 400 et 500 000 €. Alors certes, il y a peut-être la climatisation avec un frigo dedans, mais du coup, c'est assez lourd comme voiture, donc je suis pas sûre qu'elle soit capable de se déplacer dans le désert. Donc là, vous voyez, la valeur, c'est différent du prix, donc de la valeur financière d'un objet ou d'une solution. Et donc, ça va dépendre du contexte dans lequel l'utilisateur se trouve. Si on peut faire un
si parallèle avec la situation actuelle, avec du coup la crise que nous traversons, il y a de fortes chances que la valeur perçue par les clients de différentes solutions évolue beaucoup en ce moment parce que les tendances évoluent, les attentes aussi sont en train de changer. Donc, si on continue à parler là du coup, si on part sur le prix, donc là, c'est une citation que l'on prête à Albert Einstein. Donc, s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas non plus de valeur. Là, c'est une petite notion où quelque chose de gratuit, ça semble souvent louche. Donc, du coup, il y a quand même cette notion que même si vous apportez de la valeur, même si votre valeur, votre client la ressent, il y a quand même cette notion de prix derrière qui arrive pour pouvoir vendre votre produit. Et donc, si on continue sur le prix, il y a aussi cette notion de prix psychologique. C'est le prix que votre client va être prêt à payer. Il va accepter de payer pour votre solution. Donc, si la valeur est suffisamment importante, il va être prêt à mettre un petit peu d'argent ou un petit peu de temps. Ça peut être aussi un coût en temps pour acquérir votre solution. Mais il va falloir trouver le juste prix. Parce que du coup, si le prix est trop cher par rapport à la valeur que votre client en perçoit, il y a peu de chances qu'il achète votre solution. Mais en même temps, à l'inverse, se dire ah, c'est vraiment pas cher cette solution, pourtant elle est géniale. Est-ce qu'il n'y a pas un loup derrière ça? Et puis enfin, dernier petit, juste, je n'ai pas vraiment besoin de vous le définir, mais il y a cette notion de coût de revient, de prix de vente. Donc voilà, le coût de revient, c'est combien ça va vous coûter de produire votre solution, de la mettre sur le marché. Voilà, les matières premières, les frais de personnel, les frais de R&D, les réseaux de distribution, etc. Et puis le prix de vente, ça va être ce prix de revient auquel vous allez ajouter la marge que vous espérez avoir. Donc finalement, entre toutes ces différentes notions, il faut chercher à trouver une adéquation, un juste milieu pour pouvoir diffuser la valeur à vos clients. Et notamment, là, je ne sais pas si cette petite BD, vous l'aviez déjà vue, mais il y a un moment de temps, elle traînait pas mal sur les différents réseaux. Finalement, on a toutes et tous notre appréhension des choses, on a tous notre vision de la valeur, nos différents besoins, et en fonction de comment on les exprime, de à qui on les exprime, de à qui on en parle, ils peuvent être traduits vraiment de différentes façons. Et ce que toute entreprise cherche à atteindre, c'est l'adéquation entre sa solution et le marché. Et donc, du coup, ça passe à la fois par la valeur qu'on apporte et le prix qu'on en demande. Donc, il va être important de pouvoir clarifier tout ça, la valeur que vous apportez, à la fois pour pouvoir faire évoluer l'offre de votre entreprise, par exemple, pour maximiser la valeur apportée ou la valeur ressentie par vos clients, ou simplement pour construire une communication et des outils qui vont permettre de faire se rendre compte vos clients de la valeur que vous pouvez leur apporter. Donc maintenant, je vais vous présenter des outils qui peuvent être utilisés dans deux cas. Le premier, ça va être plutôt en mode photographie, de dire voilà, à un instant T, voilà quels sont mes produits, quels sont mes services, pour pouvoir faire un état des lieux de ce que vous apportez et vérifier que votre proposition de valeur correspond toujours aux attentes de votre clientèle et puis éventuellement adapter vos façons de communiquer, de distribuer, etc. Mais c'est aussi des outils qu'on va pouvoir utiliser plutôt en mode prospectif, de dire soit voilà, je suis en création d'entreprise ou je veux développer un nouveau produit. Donc du coup, voilà, pouvoir poser les bases des besoins de vos usagers pour construire ces futures solutions. Donc, pour évaluer la valeur que vous apportez à vos clients, il faut d'abord savoir à qui on parle. Et pour ça, donc, on utilise ce qu'on appelle la segmentation clientèle. Un petit rappel, je pense que vous savez tous plus ou moins ce qu'est la segmentation clientèle, mais un petit rappel. Donc des groupes de clients vont constituer des segments clientèle différents à partir du moment où leurs besoins requièrent et justifient une offre distincte, mais aussi à partir du moment où ils vont utiliser des canaux de communication différents, où ils vont attendre des types de relations différents de votre part.
Également, des segments clientèle différents peuvent induire des sources de rentabilité différentes, des façons de payer différentes, ou encore, les segments vont être prêts à payer pour des aspects différents d'une même offre. Donc, à partir du moment où il y a des différences comme ça, il va falloir définir différents segments de clientèle. Ce que je vous propose là pour continuer à échanger, ça va être de me donner, vous, selon vous, quel est votre segment clientèle principal. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt en B2B, en B2C, ou voilà, si vous voulez être plus précis dans la description de votre segment de clientèle principal, vous pouvez le faire via le chat. Alors, j'ai du B2B. B2B2C. Alors, on a PME et ETI familiale. Start-up ou reconversion. B2C. Et donc, s'il fallait être un petit peu plus précis pour décrire vos segments de clientèle, pour ceux qui ont juste écrit B2B ou B2C, comment est-ce que vous définiriez vos clients? Alors, leader, décideur, manager ambitieux. Donc là, c'est dans la posture de vos interlocuteurs. Créateur de valeur durable. OK. PME, ETI. Donc là, dans les différentes réponses que vous m'apportez, on voit finalement que ces segments de clientèle que vous définissez sont quand même des choses suffisamment larges. Et nous, ce qu'on conseille aux entreprises qu'on accompagne, c'est d'aller sur une définition un petit peu plus précise, enfin au moins plus détaillée. Et donc, ce qu'on propose, c'est de se mettre en empathie avec sa clientèle. Donc, se mettre en empathie, c'est pas se mettre à la place d'eux, mais c'est se mettre à côté de son client pour pouvoir envisager, appréhender quels sont ses enjeux, qu'est-ce qui l'entoure, qu'est-ce qui compte pour lui, et ainsi pouvoir identifier quelles sont ses habitudes de consommation, quelles sont ses problématiques pour pouvoir construire la meilleure proposition de valeur. Donc pour ça, on vous propose un premier outil qui est le persona. Donc le persona, en fait, c'est un personnage archétype et composite, des fois qui peut être un petit peu caricatural, qui va modéliser les comportements d'achat d'une partie de votre cible clientèle. Donc, pour le faire, on va définir, préciser quels sont ses besoins, ses caractéristiques, ses objectifs de vie. Et l'objectif de ce persona, ça va être de représenter un groupe d'utilisateurs qui va avoir des caractéristiques et des objectifs communs. Donc, votre persona, ce n'est pas une vraie personne. Ce n'est pas un de vos clients que vous allez décrire au travers d'une fiche. C'est un personnage fictif qui va matérialiser, qui va humaniser votre cible clientèle. Là, par exemple, je vous présente Julie. Du coup, on avait dessiné ce persona pour un club d'entreprise, donc qui cherchait à identifier quels étaient les différents types d'entreprises qui participaient au club. Et donc là, vous voyez, on a des infos à la fois sur Julie, sur sa vie perso, sur sa vie pro, voilà, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quelques petites infos sur sa famille. Et puis, on a des infos sur quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui l'a fait lever le matin, quels sont ses buts, ses aspirations dans la vie, et puis quelles sont ses frustrations. Avec ces petites infos, on arrive à personnifier une partie de la cible clientèle. Donc là, dans ce travail avec le persona de Julie, on n'est pas exhaustif sur la cible de ce club d'entreprise. Donc, il faut dessiner plusieurs personas par cible. On conseille entre 3 et 4 personas par cible. Ça aide finalement à dégrossir, à partir un petit peu dans tous les sens pour être sûr de n'oublier aucun type de comportement, aucun type de client.
Et puis, petite remarque, attention, le persona, c'est pas votre client idéal. Donc, c'est pas le client parfait qui a exactement besoin de votre solution. À ce stade-là, on ne parle pas du tout de votre solution, de vos services. Là, finalement, si vous regardez le persona de Julie, si je vous l'avais pas dit, vous ne sauriez pas que derrière, on va parler de club d'entreprise. Pour compléter ce persona, souvent, on utilise également la carte d'empathie qui permet d'aller un peu plus loin dans le détail. La carte d'empathie, c'est un outil qui permet d'identifier les éléments extérieurs qui influent sur les comportements de votre persona. Donc, on fait une carte d'empathie par persona que vous avez dessiné. Et là, vous voyez, cette carte, elle est coupée en 4 cases. Il y a d'abord la case de droite où c'est qu'est-ce que ce persona voit concrètement dans sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'il ou elle voit. Donc là, par exemple, donc là c'est la carte d'empathie de Cécile. Et donc Cécile, elle voit la décoration chez ses clients, elle va beaucoup sur Pinterest, sur Instagram, etc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle voit dans la vie, dans sa vie, dans son environnement. Ensuite, il y a la case de gauche, c'est qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle écoute. Donc là, voilà, il y a les discussions avec ses copines qui essayent de se faire passer pour parfaite. Elle entend les problèmes vécus par ses clients, mais on aurait pu aussi préciser les radios qu'elle écoute, les émissions de télé aussi qu'elle regarde ou qu'elle écoute, qu'est-ce qu'on a l'habitude de lui dire et qu'est-ce qu'elle a l'habitude d'entendre. Ensuite, la case du bas, c'est qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle fait. Et attention, il y a 2 questions parce que des fois, elle peut dire des choses qui sont différentes de ce qu'elle fait. Par exemple, là, Cécile, elle parle beaucoup de vie saine, elle veut une vie saine, mais en même temps, bon, elle aime bien se faire plaisir et elle aime bien les soirées pizza avec les copines. Donc là, c'est aussi le côté, finalement, où on a tous les paradoxes de l'être humain qu'on peut retrouver dans ces personas. Mais voilà, c'est tout ce qu'elle va dire et faire. Et puis enfin, il y a la case du haut, c'est ce qu'elle va penser, ce qu'elle va ressentir, finalement quelles sont ses préoccupations majeures. Donc là, on voit que Cécile, elle apporte beaucoup d'importance à l'intérieur de sa maison, également à son travail, et elle pense souvent qu'elle est débordée, par exemple. Alors, j'ai une petite question de Lucie qui nous demande si on construit ces personas et les cartes d'empathie grâce à des questionnaires pour définir les différentes typologies. Nous, ce qu'on préconise, c'est de le faire en amont. Du coup, vous avez une certaine connaissance de votre clientèle, que vous ayez déjà des solutions sur le marché ou pas, vous savez plus ou moins à qui vous avez envie de vous adresser. Donc, ce travail qu'on propose, c'est d'abord de le faire un peu sur papier avant d'aller voir ses clients pour valider. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc voilà pour la carte d'empathie. Donc là, petit à petit, on voit qu'on s'approche de la thématique. Donc là, avec Cécile, la thématique, c'était on travaillait avec une entreprise qui fait de la peinture. Une entreprise de décoration peinture. Donc là, petit à petit, on voit qu'on commence à parler de décoration de sa maison. Une fois qu'on a ça, il est important de formaliser les besoins et les attentes que l'on imagine de notre clientèle. Donc, au regard du profil, du persona, pardon, de la carte d'empathie, on vous propose d'utiliser un troisième outil qui est le profil persona. Donc, comme pour la carte d'empathie, on fait un profil par persona. Et donc, cet outil est divisé en trois parties. Il y a d'abord la partie de droite, où on va mettre les aspirations de votre persona. Les aspirations de votre persona, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui parlait de jobs to be done. Finalement, aspiration, c'est un peu la traduction de jobs to be done. C'est ce que votre persona va essayer de réaliser dans sa vie, ce qu'il veut obtenir dans sa vie, l'état qu'il veut atteindre ou les tâches qu'il va chercher à accomplir. Finalement, c'est un peu ce qu'il fait lever le matin, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie. Ensuite, la deuxième case en bas, ce sont ses problèmes, ses pains en anglais. Ça va être toutes ces épines dans le pied. C'est tout ce qui va l'ennuyer au quotidien dans la réalisation de ses aspirations. Qu'est-ce qui l'empêche de réaliser ses aspirations? Ça peut être aussi tous les risques qu'il va pouvoir prendre à essayer d'atteindre ses aspirations
ou finalement les impacts négatifs que la complétion d'une aspiration pourrait apporter chez lui. Et puis enfin, la dernière case, ça va être ses bénéfices, ou ses gains en anglais. C'est tous les résultats et avantages qu'il veut obtenir en réalisant ses aspirations. Donc là, on va pouvoir avoir différents types de bénéfices. Ça peut être les bénéfices requis, les bénéfices attendus, c'est ceux qu'il veut vraiment en le faisant. Mais après, il peut y avoir aussi des bénéfices désirés. Donc là, c'est un petit peu plus les must-have ou les petites choses en plus, ou aussi des bénéfices inattendus. On peut imaginer qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore conscientisées, mais qui pourraient être un bénéfice pour lui ou elle. Là, il est important d'être précis dans les éléments que l'on met dans ce document. Ces différents éléments peuvent être priorisés. Si vous le faites, par exemple, en mode brainstorming en équipe, ça peut aller très vite. On peut avoir beaucoup d'éléments pour chaque case. Et donc, après, les aspirations, vous allez pouvoir les classer de la plus importante à la moins importante pour votre persona. Les problèmes en fonction de leur gravité. Est-ce que c'est un problème aigu ou est-ce que c'est un problème bénin? Et puis enfin, les bénéfices en fonction de leur pertinence. Est-ce que ce bénéfice-là, précisément, a du sens pour votre persona ou pas? Voilà, donc je vous ai préparé un petit exemple. Donc là, je vous présente, c'est Jean-Pierre. Je vois pas le haut de je vois pas le haut de mon écran. Oui, voilà, c'est ça, c'est Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, lui, il est responsable de prod dans une entreprise, dans une PME industrielle, une PME familiale. Et donc, Jean-Pierre, lui, il aspire à contribuer, à avoir une contribution personnelle, en être fier au développement de son entreprise. Il aspire également au confort de ses équipes et à recevoir la confiance de ses équipes. Et un truc un peu plus personnel, lui, il aspire dans sa vie à gravir l'Everest. Donc là, vous voyez, il y a à la fois des choses liées à la vie pro, mais aussi des choses liées à la vie perso. Dans ces problèmes, Jean-Pierre, donc là, c'est dans l'optique d'un nouveau projet de son entreprise, d'un projet d'extension. Il n'a pas envie d'être dépassé par la charge de travail supplémentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui l'ennuie. Mais en même temps, il ne veut pas que ce projet lui échappe. Et puis, il ne veut pas avoir à gérer une multitude de prestataires au quotidien. Et enfin, dans ses bénéfices, donc, il aimerait pouvoir laisser son empreinte dans l'entreprise, qu'il y ait quelque chose de physique qui le rappelle à l'entreprise. Il aimerait pouvoir réussir la gestion du nouveau projet et que ce nouveau projet puisse améliorer l'outil de production de son entreprise au niveau de sa performance. Voilà pour un exemple de profil personnel. Et donc là, dans ce profil persona, on touche à votre solution. On arrive vraiment le plus près de votre secteur d'activité. Là également, à chaque fois, je vous ai présenté que 3 pains, 3 gains et puis 5 aspirations. Mais dans un travail collectif ou même seul, hein, on peut arriver à énormément d'informations. Donc, ça peut être intéressant après aussi de les prioriser pour savoir vraiment lesquels sont les plus importants pour votre personne. Donc là, finalement, ce profil persona, c'est l'ensemble des caractéristiques de vos clients que vous présumez vrais. Donc, comme on le disait tout à l'heure, j'ai vu quelques petites questions passer, notamment quand c'est un segment de clientèle qu'on ne connaît pas encore et vers lequel on veut aller. Là, on est vraiment dans l'hypothèse, dans « je pense que mes clients veulent ça ». Donc, c'est déjà bien, c'est formalisé. Et du coup, après, il va être important d'aller sur le terrain pour pouvoir observer et vérifier les informations, les caractéristiques que l'on imagine. Donc là, il y avait aussi tout à l'heure la petite question là, de savoir est-ce que le persona, on construit après un questionnaire. C'est plutôt à ce moment-là que va arriver la partie questionnaire, la partie entretien qualitatif pour pouvoir valider les différentes hypothèses que l'on a fait. Donc là, je vous ai mis le lien vers 2 articles qui permettent d'aller plus loin sur ce sujet, sur la partie observation et vérification des hypothèses qu'on ne va pas vraiment traiter ce matin. Voilà. Donc, maintenant qu'on sait ça, imaginons, voilà, on a validé, vous avez validé vos hypothèses sur le terrain. Maintenant qu'on a ces hypothèses
qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il y a deux choses. D'abord, en fonction de ce que vous avez vu sur le terrain, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il vous suffit de faire évoluer un peu vos façons de vendre pour améliorer la valeur perçue par votre clientèle. Donc là, les façons de vendre, ça peut être voilà, le canal de vente, la méthode de vente. Est-ce que c'est une boutique physique? Finalement, je vais passer à la vente à emporter. Ou mes clients, ils sont digitaux, mais ils aiment bien venir. Donc, du coup, je vais leur faire un click and collect. Voilà, faire distribuer mes produits ou mes solutions par un tiers, etc. Donc, ça peut être dans les méthodes de vente. Et ça peut être aussi tout simplement dans les éléments de langage que vous allez utiliser. Reprendre les mots que vos personas utilisent, ça peut aider à mieux vendre. Et puis, dans le canal de communication que vous allez utiliser aussi, que ce soit en mode vote ou en mode après-vente, est-ce que c'est plutôt du téléphone, est-ce que c'est du mail, est-ce que c'est du réseau social, etc. Et sachant que il peut être judicieux pour vous d'adapter ces différentes méthodes, vos façons de vendre, à vos différentes cibles clientèle. Si vous vous rendez compte qu'une cible clientèle ne communique que par les réseaux sociaux, vous allez communiquer par les réseaux sociaux avec cette cible. Et puis, s'il y en a une autre qui aime bien recevoir un catalogue papier, vous pouvez garder les deux solutions. C'est juste que vous allez savoir exactement à qui il faut envoyer un catalogue papier et à qui un petit post sur Instagram va suffire pour informer de votre nouveau produit. Donc ça, c'est pour la partie si finalement votre proposition de valeur telle qu'elle, elle est bien, c'est juste la façon de la vendre qu'il faut changer. La deuxième chose à faire, c'est là si vous vous rendez compte que la valeur que vous voulez apporter à vos clients, ce n'est pas la valeur qu'ils attendent. Donc il va falloir repenser vos propositions de valeur ou en créer de nouvelles. Et pour vous aider à faire ça, on vous pose un quatrième outil qui est la carte de la valeur. Donc là, vous reconnaissez le profil persona sur la droite. La carte de la valeur propose en miroir de répondre à ce persona, donc à ce profil persona. Donc comme tout à l'heure, on dessine une carte de la valeur par profil persona auquel on est arrivé. Et donc, cette carte de la valeur, elle est elle aussi divisée en 3 cases. La première case à gauche qui va décrire votre solution, les différentes caractéristiques de votre solution. Finalement, c'est toute la liste des produits et services, la liste de ce que vous proposez, de ce que vous pouvez proposer. Ensuite, la case du bas, ça va être les solutions que vous apportez. C'est un peu les médicaments aux pains de votre clientèle. Comment vos produits et services vont soulager tel ou tel problème de votre persona. Et enfin, la case du haut, ce sont les créateurs de bénéfices, finalement, qui vont répondre aux gains, qui vont apporter des bénéfices à vos clients. Donc, c'est pareil, ça va être toute la liste des fonctionnalités, des choses qui vont permettre de produire les résultats attendus, les bénéfices attendus par votre personne. Et donc, ce qui est important, ce qui est crucial, c'est quand il y a vraiment une adéquation entre le profil persona et la carte de la valeur que vous pouvez apporter. Et donc, c'est là, quand il y a inadéquation entre ce que vous êtes capable de faire et ce que votre client, lui, attend, quels sont ses bénéfices, ses aspirations, c'est là où il faut soit changer de client, parce que c'est peut-être pas vous ne vous adressez peut-être pas à la bonne cible clientèle, il faut peut-être aller voir une autre cible clientèle, ou alors adapter votre proposition de valeur en ajoutant des caractéristiques, en changeant certaines choses. Un petit exemple, j'ai repris l'exemple de Jean-Pierre de tout à l'heure. Donc, je vous ai remis son profil à droite. Et donc là, en fait, on travaillait avec une entreprise qui proposait une solution de construction modulaire d'espaces de travail, que ce soit pour de l'extension ou pour la création d'un nouveau bâtiment. Et donc là où c'est intéressant de s'intéresser à Jean-Pierre, c'est que lui, du coup, là, il a été chargé de s'occuper d'un projet d'extension des bureaux parce qu'ils veulent gagner de la place dans l'atelier de production. Et donc, du coup, c'est Jean-Pierre qui va s'occuper de ce projet. Et donc, vous pouvez voir que pour répondre à ces différents pains, à ces différents gains, vous allez apporter des caractéristiques. Donc, par exemple, sur la partie perte de contrôle sur le projet, là, cette entreprise propose de co-concevoir les espaces avec les équipes. Donc,
à la fois Jean-Pierre, mais également ses collègues vont pouvoir participer à la conception de cette extension. Donc, du coup, ça va lui permettre aussi d'avoir la confiance de ses collègues, donc de répondre à une de ses aspirations. Et donc là, vous voyez, il peut être intéressant de noter quelle fonctionnalité répond à au moins un élément qui est du profil et en même temps de pouvoir voir dans tous les éléments du profil, est-ce qu'il y en a auxquels on répond et auxquels on ne répond pas. Là, par exemple, la charge de travail supplémentaire trop importante, voilà, moi, si je suis l'entreprise qui est à gauche, je ne peux pas lui promettre que ça ne va pas être important, mais comme je fais en sorte que tout le reste fonctionne, ça peut quand même être intéressant de le faire. Et on peut imaginer, du coup, se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mes fonctionnalités pour que la charge de travail supplémentaire pour Jean-Pierre ne soit pas trop importante. Voilà pour cette carte de la valeur. Donc, pour info, les deux derniers outils, là, le profil persona et la carte de la valeur, sont des outils qui sont présentés dans la méthode qui s'appelle le Value Proposition Design. Donc, si vous voulez, il y a un livre qui s'appelle Value Proposition Design qui a été écrit par Alex Osterwalder et Yves Pigneur, qui détaille cette méthode et qui est vraiment très intéressante à regarder. Voilà, maintenant qu'on a, que ce soit en mode photographie ou en mode prospective, une fois qu'on a nos différentes cartes persona, nos différentes cartes de la valeur, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Donc, si vous avez fait ce travail avec tous les personas, donc vous avez une liste d'aspirations, une liste de fonctionnalités, la première chose que vous pouvez faire, ça va être prioriser les fonctionnalités en fonction de la valeur que vous apportez à vos clients. Par exemple, une fonctionnalité qui apparaît dans toutes vos cartes de la valeur, il y a de fortes chances que ce soit une fonctionnalité vraiment la plus importante. Après, si vous faites une dizaine de personas et qu'il y en a une qui n'apparaît qu'une fois, peut-être falloir se dire, est-ce que vraiment celle-ci est prioritaire par rapport aux autres? Une fois que vous avez priorisé vos fonctionnalités, je vais prendre un petit peu d'eau. Une fois que vous avez priorisé vos fonctionnalités, vous allez pouvoir faire le choix d'en supprimer certaines. Celles qui vous coûtent trop cher à maintenir par rapport à la valeur qu'elles apportent à votre clientèle, ça peut être judicieux de finalement ne plus les proposer. Vous pouvez également finalement réparer votre proposition de valeur, une fonctionnalité qui ne fonctionne pas suffisamment ou un bénéfice que vous ne comblez pas totalement. Des fois, il y a quelques petits ajustements qui vont suffire à répondre aux besoins de votre client. Donc, réparer cette proposition de valeur. Vous pouvez également choisir d'adapter votre discours, vos canaux de distribution, vos arguments commerciaux en fonction des différents personas. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut tout à fait imaginer, pour une même proposition de valeur, avoir des argumentaires différents, des supports de communication, des publicités différentes en fonction de la cible à qui vous allez vouloir parler. Et puis enfin, s'il y a beaucoup d'aspirations, de problèmes ou de bénéfices auxquels votre proposition actuelle ne répond pas, vous allez pouvoir construire de nouvelles fonctionnalités ou construire de nouveaux produits, de nouvelles propositions de valeur. Voilà pour la présentation de ces outils et de cette petite méthode. Voilà. Donc, je vous mets différentes infos pour qu'on puisse garder en contact. Hein, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis, on va pouvoir passer à la partie échange, questions. Si vous avez des questions suite à cette présentation. Alors, du coup, en effet, il y a quelques petites questions. Sandrine avait commencé à répondre. Donc, en effet, là, on est vraiment sur… il y a à la fois… Enfin, il y a des deux. Sur le quantitatif, qualitatif. Après, c'est vrai que là, moi, avec mon expérience, on reste dans le qualitatif. Après, quand on veut valider les différentes hypothèses que l'on fait, par exemple, quand on a un questionnaire à rédiger parce qu'on veut aller voir des gens, il y a un moment où il faut se dire, OK, à partir de quand on décide que cette hypothèse, elle est vraie ou pas. Donc là, il faut commencer à mettre du quantitatif. Mais on reste, dans ces outils, on est quand même dans le qualitatif.
Donc sur la question, si on veut aller sur un segment inconnu, en effet, toute la première partie du travail peut avoir l'air, on peut avoir l'impression de faire du vent, enfin de travailler un peu dans le vide, parce que c'est votre ressenti, vous, de votre clientèle. Donc du coup, vous allez remplir les premiers outils en moi, qu'est-ce que je ressens de ma clientèle, qu'est-ce que je pense que sont ses besoins. Et puis du coup, en faisant une phase d'observation pour valider ces hypothèses, vous allez pouvoir remodifier des personas ou en mettre de côté parce que vous vous rendez compte que ces personnes-là ne sont pas vos clients. Donc, vous allez pouvoir mettre à jour les différents personas que vous avez faits avec cette fois les vraies informations que vous avez vues sur le terrain. Et donc, du coup, petit à petit, ce segment, de segment inconnu, il va passer à segment connu. Charlotte, Edith avait également une question sur quelles sont les pistes pour aider à créer des personas, puisqu'elle explique qu'elle a des difficultés à imaginer ces personas. Yes. Du coup, nous, on utilise un petit template, ça aide. Au lieu d'avoir une feuille blanche, on a un petit template. Et donc, les premières questions que je demande souvent, c'est bon, bah, du coup, votre persona, il s'appelle comment? Voilà, on lui donne un prénom. Après, on va lui donner un âge. On dit, OK, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il vit en maison, en appartement, dans une ville, à la campagne? Donc, finalement, on commence par des infos faciles, entre guillemets, qui on se dit ah ouais tiens c'est vrai moi je connais des gens qui vivent à la campagne donc ça me fait penser à eux et petit à petit en concrétisant avec ce type d'information on va se dire ok donc là par exemple tout à l'heure Cécile elle était avocate dans un cabinet lavallois. Je dis bon bah du coup si je me projette dans sa journée qu'est-ce qu'elle va voir? Bah ouais, du coup, en effet, il faut qu'elle dépose les enfants à l'école et puis après, elle arrive au bureau, elle va commencer par lire ses mails et puis après, elle va entrer en réunion, elle va recevoir des clients. Et donc, petit à petit, en commençant par des informations très simples, on va arriver à aller finement sur quelles sont ses motivations, quelles sont ses frustrations, quel est son environnement. Mais c'est un peu comme le syndrome de la page blanche. On commence à écrire, et c'est pas grave si on se trompe, hein, on peut en faire plein des personas et après les écarter. C'est juste voilà, un prénom, un âge, un boulot, et puis après, petit à petit, on déroule les petites questions qu'on peut se poser sur ce persona. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Edith. Yes, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions? Alors, il n'y en avait pas d'autres dans le chat jusqu'ici, mais voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ou à l'oral, si vous voulez. Là, du coup, on n'est pas non plus trop nombreux. Si vous avez envie, n'hésitez pas. C'est Laetitia. C'est vrai que c'est une méthode qui ne semble pas innée, cartésienne, où on va compter, faire un phoning avec des questions qu'on va récolter du terrain en premier lieu, en premier chef, quoi. On fait des hypothèses qu'on va aller vérifier sur le terrain, quoi. Mais en effet, mais après, même toute démarche scientifique, toute démarche d'expérimentation, avant d'aller sur le terrain, avant de mener l'expérimentation, il faut poser des hypothèses. Et donc là, cette méthode, finalement, elle propose des outils pour aider à poser ces hypothèses pour ensuite aller sur le terrain et valider. Et une fois qu'on a validé tout ça, on dit, OK, c'est bon, maintenant, je suis persuadée, je sais que c'est ça les besoins de mes clients. Donc, quelle proposition de valeur je vais pouvoir concevoir pour eux. Et juste, du coup, là, il y avait une remarque de Bruno là, sur des outils qui peuvent aider à se lancer sur un segment inconnu, donc l'étude de marché ou encore le SWOT, donc l'étude de marché, un outil marketing, et puis le SWOT, un outil de l'analyse de l'entreprise. Si vous voulez, la semaine dernière, Sandrine Hélène Trouillard a animé un webinaire sur l'analyse stratégique et l'analyse concurrentielle de l'entreprise. Je pourrais vous envoyer le lien pour le replay si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ces outils. Donc, il y a également Arnaud qui explique qu'il a un peu de mal avec les données démographiques liées à l'âge, la famille, quand on parle de dirigeants ou de décideurs.
En effet, souvent ça surprend de se dire bah du coup moi mon client c'est une entreprise, donc bah du coup on a envie de dire bon bah c'est une entreprise dans le bâtiment qui a 30 personnes, qui sa zone de chalandise c'est le Grand Ouest, mais finalement c'est pas l'entreprise qui va décider, c'est pas l'entreprise qui va appuyer sur le bouton oui j'achète. Il est important du coup de s'intéresser à dans l'entreprise qui est le décideur, qui est l'acheteur. Et donc, ce décideur, cet acheteur, eh ben, il a, comme tout le monde, il a une vie personnelle, il a une vie professionnelle. Et donc, de savoir que, bah, en gros, je sais pas moi, les acheteurs dans ce secteur d'activité précis, c'est majoritairement, je sais pas moi, des hommes de tel âge. Ça peut aider à se dire, ah bah, à cet âge-là, peut-être que les préoccupations, c'est plutôt ça ou d'autres. Ça peut aider à finalement s'intéresser aux habitudes de consommation des décideurs, des acheteurs, ça peut aider à atteindre plus facilement une entreprise. Après, c'est vrai que sur les petites entreprises, les PME, souvent c'est le dirigeant ou la dirigeante qui va être la personne qu'il va falloir convaincre. Mais c'est quand même intéressant de savoir, en fonction du secteur d'activité, est-ce qu'il y a des spécificités qui sortent. Et après, quand on va arriver sur des entreprises qui sont plus grosses, plus structurées, voilà, où il y a un service achat, un service R&D, un service RH, de savoir par qui entrer. Est-ce que du coup, il faut que moi je communique auprès. Par exemple, j'ai une solution de gestion de gestion agile d'un atelier de production. Du coup, est-ce qu'il faut d'abord que j'aille voir le chef de l'atelier ou la chef de l'atelier, ou est-ce qu'il faut que j'aille directement voir le service financier de l'entreprise? Donc, quand on va voir une entreprise, ça peut être intéressant d'avoir des personas où c'est des personas qui ont différentes positions dans l'entreprise, de pouvoir aller voir des gens qui ont ces différentes positions. Voilà. Et en effet, qui ne vont pas avoir les mêmes aspirations, les mêmes problématiques au quotidien, pour après pouvoir en faire la synthèse et se dire, OK, donc du coup, en phase commerciale, ben, je sais qu'il faut que j'aille voir les chefs d'atelier. Mais après, en phase de transformation, il faut que j'arrive à trouver des arguments différents pour le responsable du service financier, par exemple. Oui, c'est très lié au parcours d'achat, les personas, en effet. Et du coup, autre petite remarque là, du coup, un dirigeant ou une dirigeante, même si leur objectif c'est de gérer leur entreprise, de la pérenniser et souvent de la développer, même si en gros l'aspiration, le job to be done, ça va être développer mon entreprise, il y a peut-être d'autres aspirations derrière qui vont être différentes. On peut imaginer par exemple quelqu'un qui va dire bah, moi, en même temps que de développer mon entreprise, je veux avoir un impact positif sur mon tissu économique, ou je veux participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, même si certaines aspirations, même si certains jobs sont les mêmes, il y en a d'autres derrière qui peuvent être différents en fonction des caractéristiques de vos personas. Donc, on peut avoir l'impression qu'on perd un petit peu de temps à faire ce travail, mais c'est perdre du temps pour en gagner ensuite, pour, comme le disait Bruno, pouvoir vraiment préciser son audience et savoir comment parler à son audience. Si je peux compléter, en effet, par rapport à l'âge, un dirigeant qui va être assez âgé, un ou une dirigeante, va plutôt être dans des aspirations peut-être de transmission de l'entreprise, ce qui fait que ça va être complètement différent de quelqu'un qui vient de créer son entreprise ou de la reprendre ou je sais plus ce que je voulais apporter comme autre exemple, mais enfin voilà, ça va vraiment en fonction de l'âge, on va être dans des fonctionnements qui peuvent être très différents. Et même si après, les conclusions de tout ce travail, c'est bah, en fait tout le monde, enfin, j'ai pas besoin de préciser, enfin de différencier mes canaux de distribution, par exemple. Au moins, vous le saurez et vous en serez sûr. Vous l'aurez vérifié sur le terrain. Donc, si un jour vous n'arrivez pas à vendre, vous direz pas ah bah mince, est-ce que du coup il faut que j'essaye d'autres canaux? Ah non, parce que vous saurez que c'est cela. Voilà, c'est un peu le côté réassurance dans après vos choix et dans vos décisions.
Ok. Je me permets une petite pause dans les questions, juste pour vous annoncer que un autre webinaire est prévu la semaine prochaine, mardi prochain, et notamment, on va parler parcours de l'expérience ou parcours d'achat, pour rebondir sur la question d'Arnaud. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous renverrai le petit lien si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous serez bien sûr les bienvenus. Et donc, du coup, Arnaud, là, pour rebondir sur votre question, là, finalement, la stratégie du dirigeant, ce qu'il veut faire, où il veut aller, ce sont ses aspirations. Donc, en fonction de son âge, de son éducation, de ce qu'il a envie de réaliser, ça va pouvoir être différent. Et donc, ce travail des personas peut être intéressant à ce moment-là pour déceler les différences possibles entre les dirigeants qui constituent votre cible clientèle. Ah bah, Bruno, vous serez le bienvenu au webinaire pour en parler si vous voulez. Yes, est-ce que du coup, Stéphane, tu voulais préciser quelque chose? Non, moi j'allais te proposer de parler du webinaire la semaine prochaine, du coup. Ben voilà, transmission de pensée, même à distance, ça fonctionne. Super. Et ben s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres échanges, ben, je vous remercie toutes et tous de votre présence. J'espère que ce webinaire vous a plu. Puis ben, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne journée tout le monde.